Présente nos intervenantes. Ruth Owen, bonjour Ruth. Vous êtes coordinatrice politique à la FEANTSA, c'est la Fédération européenne des associations nationales qui travaillent avec les sans-abri. Et puis Samara Jones, bonjour Samara, qui s'occupe de la coordination et de l'animation du réseau Logement d'abord. On va commencer par le commencement. La fédération, Ruth, vous nous en dire plusieurs mots d'abord pour qu'on comprenne bien quelle est votre action et votre organisation. Oui. L'UNAFO en est membre, je précise. OK. Donc, la fédération, c'est un peu le lobby des sans-abri au niveau européen, ou c'est la Fédération européenne des associations qui travaillent avec les personnes sans-abri, dont l'UNAFO. Et notre travail, c'est un travail de plaidoyer et de lobby au sein des institutions et en partenariat avec nos membres au niveau national et régional pour améliorer les politiques de lutte contre le sans-abrisme et essayer de faire avancer les choses pour arrêter un peu de gérer ce problème comme un phénomène d'urgence et d'aller vers les solutions pérennes et de progressivement en mettre fin pour réaliser le droit au logement pour chacun. Il y a aussi un travail de recherche et de suivi. Donc, l'Union européenne a toute une gamme de statistiques pour évaluer la situation sociale dans les États membres, mais ils n'en ont pas pour le mal-logement. Ils en ont pour la qualité de logement, mais ils ne savent pas combien de personnes sont sans abri. C'est une des problématique sociale le plus urgent et le plus dramatique dans nos pays, et c'est même pas vraiment suivi au niveau européen. Donc la FIANTSA essaye de combler cette point aveugle au niveau européen. Et on travaille beaucoup dans l'échange entre nos membres, entre les autres parties prenantes, les gouvernements, les collectivités, les bailleurs sociaux, pour apprendre de ce qui fonctionne bien dans les différents pays et pour essayer d'inspirer le changement et avancer vers cet objectif de mettre fin au sans-abrisme. Est-ce que le concept de logement accompagné, on peut dire que ça existe en Europe? Est-ce qu'il y a des foyers de jeunes travailleurs ailleurs? Est-ce qu'il y a des pensions de famille? Est-ce qu'il y a des résidences sociales? Peut-être pas sous le même terme, mais en tout cas qui y ressemblent. Oui, oui. Donc oui, le logement accompagné existe partout en Europe, mais à différentes échelles. Et je dirais que c'est un concept qui est assez fragmenté et divers, même à l'intérieur des pays et certainement entre les différents pays. Pour les différentes formes de logement accompagné qui sont regroupées au sein de l'UNAFO, je dirais que les foyers des travailleurs migrants, c'est quelque chose qui est très français, qui n'existe pas beaucoup ou plus dans les autres États membres, que les formes de logement spécifiques accompagnées pour les jeunes, c'est quelque chose qui existe et qui, comme nous avons entendu ce matin dans l'atelier sur le mal-logement et les solutions pour les jeunes, c'est une problématique croissante partout en Europe. Donc il y a un besoin qui augmente et il y a des réponses qui émergent. Mais les structures sont, dans beaucoup de contextes, assez faibles. Il y a des innovations qui sont en train d'être menées, qui sont assez intéressantes, notamment la mise en œuvre du logement d'abord pour les jeunes en Écosse et dans d'autres pays. Nous avons par exemple des membres au Danemark qui travaillent avec différentes villes pour loger les jeunes qui ont été sans abri dans les logements pour les étudiants, avec un accompagnement assez intense pour les aider à suivre une formation et de devenir progressivement étudiants aussi. Pourquoi il y a de nouvelles formes de logement accompagné qui émergent? Parce qu'il y a une législation qui est encore assez légère, j'allais dire, dans certains pays, oui. Pas très contraignante? Oui. Le cadre législatif pour le logement accompagné, ça varie énormément et c'est dans beaucoup de contextes, c'est assez flou et les régimes de financement aussi. Du coup, ce qui est... moi, je pense que c'est un domaine où
la flexibilité en termes de l'articulation, de l'accompagnement, etc., est très important, mais ça pose aussi un risque. Nous l'avons vu en Angleterre, par exemple, où il y avait un programme d'accompagnement vers et dans le logement qui s'appelait Supporting People, qui était vraiment très efficace et qui a contribué à une réduction importante des nombres de personnes sans domicile. C'était des services d'accompagnement, ça? C'était un financement pour les services d'accompagnement qui était... le gouvernement central avait réservé ce budget, donc les collectivités, les villes devaient maintenir ce budget pour ces programmes-là. Et avec l'austérité, ils ont retiré le bouclement de ce financement. Et maintenant, on voit ce qu'on peut aussi appeler des innovations, mais le logement accompagné léger et pas cher, qui ne fonctionne pas très bien et qui ne loge pas des personnes dans des conditions dignes. Je pense que ça, c'est une vraie... Je pense qu'on est dans un moment où l'importance du logement pour l'inclusion sociale et le fait que le logement est un point de départ pour l'inclusion sociale n'est pas un objectif final. Il y a une prise de conscience de ça. La question est à l'ordre du jour politique dans la majorité de l'Union européenne parce qu'il y a une crise de mal logement et la réalité est urgente. Donc, il y a un intérêt dans le logement accompagné, peut-être un renouvellement de l'intérêt pour le logement accompagné. À condition de ne pas le poser au logement d'abord. Oui, pour moi, le logement d'abord, c'est une forme de logement accompagné, peut-être par excellence, je ne sais pas, qui est intéressant et qui nous interpelle par la dimension logement. C'est des vrais logements avec un bail où la personne est chez soi et ce n'est pas temporaire, c'est un logement comme pour tout le monde. Et c'est un accompagnement qui est très souple, où la personne est au centre et où la durée est flexible. Donc, la personne a un accompagnement aussi longtemps dont il a besoin. Mais ce n'est pas un dispositif à opposer à d'autres. C'est plus une philosophie pour changer le paradigme, pour dire il faut mettre en œuvre le droit au logement pour tout le monde. Progressivement, il faut redoubler les efforts pour les personnes qui sont les plus éloignées. Mais ce n'est pas une solution miracle et ce n'est pas un dispositif qui doit remplacer tout ce qui existait avant. C'est plus une transition qu'on doit faire pour vraiment reconnaître le logement comme point de départ pour l'inclusion et reloger les personnes aussi vite que possible avec un accompagnement qui est adapté à leurs besoins et qui respecte leur dignité, leur choix, leurs préférences. Le micro. Pardon, et je pense que le secteur du logement accompagné, comme il existe en France, déjà, il est beaucoup plus organisé que dans beaucoup d'États membres, ce qui est une bonne chose. Et vous êtes bien positionné pour être un exemple. Un exemple et un acteur essentiel dans cette transition. Oui. Qu'est-ce qu'il y aurait comme action, comme forme de logement, comme forme d'accompagnement à prendre en exemple en France et à exporter dans d'autres pays européens? Est-ce que des pays européens se renseignent aussi sur ce que fait la France et ont des sources d'inspiration particulières, Ruth ou Samara, comme vous voulez, ou les deux? Samara. Pour moi, déjà, vous produisez une offre particulière qui n'existe pas. Je pense par exemple aux maisons de relais ou de pensions de famille, qui est vraiment abordable pour les personnes les plus précarisées et qui est adapté. Le logement d'abord, même là où ça fonctionne le mieux, comme en Finlande, on sait que ça ne convient pas à tous les publics et qu'il y a à peu près 10% des personnes qui, parce qu'ils sont trop vieux et ils ont vraiment besoin de soins, ou parce qu'ils sont jeunes et ils sont encore dans une phase de transition, donc ils ne peuvent pas être vraiment autonomes. Il y a différents exemples, mais il y a des gens
qui sont mieux dans un lieu où le logement et l'accompagnement est plus intégré, et peut-être dans un lieu où il y a plus une vie communautaire. Et ça, je pense que c'est reconnu. En Finlande, qui est l'exemple du logement d'abord, ça existe là où ils ont transformé les centres d'hébergement en immeubles de logement pour le logement d'abord. Mais c'est pas... on pense toujours au logement d'abord, c'est le logement d'office. Et donc, moi, je pense que les maisons de relais et l'offre regroupée et collective, c'est quelque chose qui est intéressant et qui pourrait être peut-être reproduit ailleurs. Samara, vous parlez de la Finlande. Là. Tous ces pays scandinaves, on les prend toujours en exemple chez nous pour plein de choses. Est-ce qu'en termes de logement accompagné, ils sont effectivement très performants? Ou est-ce qu'il faut un peu moduler peut-être aussi l'exemple qu'ils peuvent représenter dans d'autres domaines? Qu'est-ce qu'ils font eux, par exemple, en Finlande? Ok, comme ça. En Finlande, ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est qu'ils ont vraiment transformé leur système. Donc, c'est vraiment de dire, voilà, le logement d'abord. Et en plus, ils n'ont pas fait une distinction entre logement d'abord et un chez-soi, comme vous avez ici en France. Et ce matin, dans les 2 ateliers, les conférences où j'ai assisté, cette idée qu'on a... une séparation entre les soins psychiatriques, les soins santé, les soins santé mentale. Là, on voit en Finlande, ils ont utilisé le logement d'abord pour créer vraiment une approche globale plutôt que juste un dispositif pour une certaine population, pour vraiment changer comment les personnes, eux, ils vivent les logements et l'accompagnement, mais aussi pour les travailleurs. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, que les gens qui travaillent en équipe ou dans leur service de santé ou de soins sociaux retrouvent une satisfaction dans leur travail avec les personnes parce qu'ils ont cette solution pérenne et ils peuvent, c'est après 10 ans de transition, 10 ans de transformation en Finlande, mais ils peuvent vraiment voir une transformation de leur système. Donc, ils ont moins de murs entre les secteurs. Donc, par exemple, pour aider quelqu'un à résoudre tous les problèmes de dette. Par exemple, là, avec l'accompagnement dans le Housing First, le logement d'abord en Finlande, ils ont des Housing Advisors qui fonctionnent probablement comme ici pour le logement accompagné, qui peuvent aider les gens à éviter qu'ils se retrouvent en impayés de loyer. Donc, il y a cet aspect prévention. Et donc, l'accompagnement peut aller vraiment de les choses comme ça, qui est plus la vie de tous les jours, mais aussi peuvent aider les gens à chercher le soutien qu'ils ont besoin, peut-être pour les problèmes psychiatriques ou la santé mentale. Mais parce que tout le système a changé, c'est pas qu'il y a une petite équipe qui essaie de faire quelque chose de nouveau que personne n'a entendu parler. Non, c'est qu'après presque 10 ans maintenant, là, tous les secteurs qui touchent à l'accompagnement, le logement accompagné, sont au courant de cette nouvelle façon de travailler. Et je crois que ça, c'est intéressant pour nous, et c'est surtout notre rôle autant à Housing First Europe Hub, c'est de faire des échanges entre les gens du terrain qui travaillent dans ces services-là, les gestionnaires de ces logements et ces services, et aussi les chercheurs et les formateurs, de faire des échanges de la Finlande, mais aussi vers la France et aussi dans les autres pays, parce que ce n'est pas un travail facile, c'est un travail assez difficile, surtout tous les jours, et de voir un pays où ils ont pu avancer, je crois que ça nous donne un peu l'espoir. Parce que des fois, dans ce travail qu'on fait tous, on est face à des défis assez énormes. Et donc, de voir qu'ils ont pu faire ça, et qu'ils ont pu faire ça aussi dans un contexte politique et économique difficile. Ils ont commencé ça en 2008. Et ça, ce n'était pas le moment de demander plus de sous pour transformer leur système. Donc, le fait qu'ils ont pu faire ça, je trouve très intéressant, très motivant. Mais pour nous, c'est surtout que
les gens qui travaillent, quand on les réunit ensemble de plusieurs pays, on est face à les mêmes problèmes dans chaque coin de l'Europe presque. Et on peut s'échanger des idées et des solutions, mais aussi des problèmes. Hein. On peut être honnête que voilà, ça marche pas très bien comme ça, et de vraiment être honnête avec où on est et où on veut aller. Mais je ne sais pas si ça a répondu à la question. Quel rôle jouent les États ou l'État, par exemple, en Finlande? Est-ce que la main est laissée suffisamment aux acteurs, ou est-ce que c'est quand même extrêmement encadré, comme ça peut aussi l'être en France? Pardon, j'ai pas... Est-ce que l'État laisse la place suffisamment aux acteurs, à l'initiative des acteurs, ou est-ce que dans d'autres pays ou en Finlande, par exemple? Oui, en Finlande, c'était vraiment... il y avait un appui central, il y avait des convocations, des conventions, les conventions signées entre le gouvernement central et les grandes villes. Mais c'est qu'ils ont organisé ça avec le secteur, avec tout acteur dans les secteurs. Donc, pas que... Il n'y a pas de cloisonnement, en fait. Non. Ouais. Donc, c'était justement pour briser ça. Et ils organisent tous les 6 mois, toujours, des réunions régionales où ils font c'est plutôt des ateliers ou les séminaires où ils font réunir une cinquantaine. Pour améliorer les choses en permanence. Donc voilà, pour parler des changements, pour dire voilà, et pour vraiment prendre des sujets, un peu des sujets d'ailleurs que j'ai trouvés sur votre site web, les sujets de la risque, comment gérer les risques dans les logements accompagnés, comment les sujets qu'on a touchés ce matin autour du trauma, les choses comme ça. Donc tous les 6 mois, il y a des occasions vraiment pour se rencontrer et se former comme secteur mélangé sur les sujets. Oui, Ruth. Ouais. Peut-être juste pour compléter, je pense que la Finlande, c'est le seul pays en Europe où le nombre de personnes sans abri diminue. Et ils sont arrivés là parce qu'il y a un engagement politique qui est super important, et ils ont reconnu ça comme un vrai problème de politique publique. Ils ont décidé qu'il fallait trouver des solutions, et je dirais que l'État a joué un rôle absolument critique là-dedans, mais qu'il y avait cette ouverture, c'était vraiment de la politique publique participative avec les acteurs. Ils ont écouté les acteurs et ils ont mis les moyens derrière, ce qui est assez basique, mais essentiel quand même. Et il y a eu un engagement. Les personnes à la rue ou sans abri de longue durée, ça ne devrait pas exister ici en 2000 à l'époque, et on doit progressivement en mettre fin. Et cet engagement-là, ça a tenu plusieurs gouvernements de différentes couleurs politiques, et ça, je pense que c'est quand même la base de... Mais si c'était qu'une question de moyens, ça se saurait. En France, il y a 40 ans, on mettait quelques centaines de milliers d'euros dans la lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, on en met des milliards, mais il y en a toujours plus dans la rue. Oui. Donc, c'est pas qu'une question de... Non, c'est une question de stratégie. Donc, je pense que c'est une stratégie, c'est un objectif et puis un plan pour y arriver. Et il faut combiner il faut mettre les ressources pour mettre en œuvre le plan. Il faut commencer par le plan. Et donc, on peut mettre beaucoup de moyens dans la question du mal-logement sans arriver à un résultat, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout une approche stratégique avec l'objectif de vraiment en finir avec des gens dans ces conditions indignes. Donc, oui. Soyons très francs, qu'est-ce que vous reprocheriez aujourd'hui à la France dans le fonctionnement aujourd'hui de la lutte contre le sans-abrisme? Où est-ce que ça pêche finalement? Pourquoi on n'y arrive pas? Mais moi, je pense que c'est pas à moi de faire on est entre nous, il n'y a personne, il n'y a pas de délégué interministériel. À la France, et je pense qu'il faut aussi... il ne faut pas oublier, il y a des choses en France qui n'existent pas ailleurs, comme la loi DALO. Après, la mise en œuvre, c'est un énorme problème, mais c'est quand même quelque chose d'unique en Europe. Donc, je n'ai pas envie de donner l'impression de critiquer la France avant tout. Et je pense que Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux alors si on Oui, voilà. Mais je pense que... Moi, mon expérience, quand je viens intervenir à des colloques comme ça en France, c'est qu'il y a un phénomène de
dispositivisation, si on peut dire ça, de tout très rapidement. Et ça, du coup, les gens restent dans les cases, les services restent dans les cases et c'est très difficile. C'est très difficile. Et je pense qu'avec le logement d'abord, il y a un risque que ça devienne un dispositif en plus et que ça perd un peu cette potentiel de transformation radicale du système. Donc peut-être ça. En France, on a une préoccupation, notamment, ça en fait partie, mais qui préoccupe aussi le secteur, c'est celle des jeunes qui sont en sortie de dispositif. Comment gérer cette transition-là? Parce qu'on a de plus en plus de jeunes en France qui sont à la rue. Est-ce que vous avez des exemples de pays où on a réussi à prendre ce problème à bras-le-corps et à le solutionner? Samara. Oui, justement, on a, au sein de notre plateforme sur la Housing First en Europe, on a travaillé avec des partenaires au Canada, et ça s'était évoqué aussi ce matin, à vraiment tester, piloter le Housing First pour les jeunes. Et qu'est-ce qu'il faut vraiment, comment il faut l'adapter, parce que les besoins des jeunes sont différents. Déjà, les critères pour le logement d'abord, c'est souvent qu'il faut avoir plusieurs mois et années en rue, et donc d'abord, pas du tout le cas pour les jeunes. Et donc, il y a 2 organisations avec lesquelles on travaille au sein de notre plateforme qui pilotent ça. C'est en Irlande, c'est le Focus Ireland, ça s'appelle, l'organisation. Et en Écosse, c'est le Rock Trust. Et eux, on a adapté l'approche Housing First et ils cherchent vraiment les candidats, les jeunes qui ils voient ils sont les plus à risque. Donc, les sortants des protections de l'État et qui voient vraiment, en parlant avec d'autres services, qui sont vraiment les jeunes qui sont vraiment à risque de se retrouver à la rue ou dans les conditions difficiles. Donc, c'est les jeunes qui ont fui la maison, ils ont fui les protections de l'État, etc. Et là, on voit, maintenant, ça fait, je crois qu'il y a au moins une vingtaine, mais ça date il y a 2 ans, donc c'est en début, ça débute comme approche. Mais là, on a même les bailleurs sociaux qui logent les jeunes là, qui sont ravis du projet, parce que ça, c'est les jeunes qui ont un accompagnement adapté autour d'eux et qui font, comme Ruth a dit, ce n'est pas un miracle, mais c'est vraiment une approche qui met au cœur le développement normal d'une jeune personne et adapte un accompagnement qui aide cette personne à trouver être autonome, mais pas avant que ça doit être. Donc, c'est des solutions de logement qui ne sont pas limitées à 6 mois ou à 1 an ou à 2 ans, parce que ça, c'est quelque chose qui peut menacer le développement des jeunes. Mais c'est aussi non plus des logements pour la vie. C'est quelque chose qui est flexible, qui répond vraiment aux besoins des jeunes. Là, on teste ça et on va tester ça maintenant en France. Ça débute avec des projets pilotes, le Housing First pour les jeunes. Ici, je crois que c'est Lille et Toulouse et peut-être d'autres villes aussi. Et ça commence cette année aussi. Donc, vraiment, ça, c'est un des exemples. Et je ne savais pas si tu voulais parler de Danemark. Rajouter quelque chose, Ruth. Ouais, c'est juste pour dire, l'échange au niveau européen, je pense que ce n'est pas toujours une question de bon exemple. C'est parfois une question de problèmes communs aussi. Et la situation du logement des jeunes, c'est un sujet qui est de plus en plus problématique partout en Europe. Et notamment le fait que des mesures d'austérité qui ont été coupées dans les droits sociaux des jeunes en se disant oh, mais les jeunes ils peuvent compter sur leur famille donc et on voit les résultats, ils sont assez catastrophiques et même dans les pays où l'État-providence est par exemple la Danemark qui a un système du logement et social assez performant. Ils ont très fortement coupé dans les allocations des jeunes non actifs et on en voit le résultat avec une vraie pique des jeunes à la rue. C'est la même chose aux Pays-Bas, c'est la même chose en Angleterre où maintenant
on a droit à une allocation moindre parce qu'on peut, le gouvernement imagine, vivre dans un logement partagé jusqu'à 35 ans. Et donc, ça met directement les jeunes en difficulté. Il y en a beaucoup qui ont été expulsés de leur logement. Oui, parfois, je pense que c'est intéressant aussi de voir qu'il y a les mêmes problèmes et de réfléchir à les solutions et pas toujours tout réinventer non plus. Je pense qu'il faut travailler l'offre du logement et du logement accompagné pour les jeunes, mais il faut aussi ne pas les désolvabiliser pour qu'ils n'arrivent plus à se loger. Et peut-être juste un petit exemple que j'aime bien d'où je viens, dans le nord de l'Angleterre. Il y a des projets sur les marchés immobiliers moins tendus qui intègrent la formation dans les métiers de construction avec la mobilisation des logements vacants pour loger les jeunes sans-abri. C'est des petits programmes qui ont leur échelle, mais qui sont intéressants et on voit des choses comparables en France et dans d'autres pays. Et si je peux juste compléter sur l'Écosse avec le projet de Housing First pour les jeunes, l'organisation qui a créé avec nous ce projet et qui le mène et le pilote, eux, ils sont aussi très engagés dans une coalition de tous les acteurs avec but de prévenir le mal-logement et le sans-abrisme sur les jeunes, donc chez les jeunes. Donc justement de dire voilà, le Housing First pour les jeunes, ça aide à résoudre des problèmes quand ils arrivent, mais c'est beaucoup mieux d'aller de voir pourquoi ça arrive et qu'est-ce qui est en train de provoquer ce problème et de faire des changements avant. Donc, c'est pour nous, le logement d'abord, le Housing First, ça marche très, très bien pour les gens qui l'ont besoin. Mais pour nous, c'est aussi hyper important de voir le système dans sa globalité pour voir où on peut changer, pour vraiment aller dans ce but de prévenir le sans-abrisme et l'exclusion du logement. Vous me disiez qu'il y avait aussi une émergence aussi de logements qui étaient gérés par des structures coopératives. Ça, c'est en Suisse, hein, c'est ça? Comment ça fonctionne? Oui, c'est juste un exemple intéressant, je pense, parce que dans le logement accompagné, il y a l'accompagnement et le logement. Et pour la partie logement, c'est de plus en plus difficile parce que avec la flambée des prix partout, dans les grandes villes, c'est compliqué. Et Zurich, c'est une ville où ils ont à peu près 30% de l'immobilier en forme de coopératif. Et la ville met à disposition le foncier pour des prix peu coûtants pour les coopératifs. Et il y a une très forte tradition de ces coopératifs et ils essayent d'être inclusifs, de répondre aux changements démographiques. Donc je pense que nous avons parlé du fait que le mal-logement touche de plus en plus des familles avec enfants et notamment des familles monoparentales. Et là, il y a des grands projets qui ont vraiment visé de répondre, même avec la taille des appartements, l'organisation de l'espace et le fait que la coopérative subside les loyers pour les locataires. C'est-à-dire que ce sont des logements qui sont préemptés par la municipalité, qu'elles revendent à ces coopératives à des prix avantageux, non? C'est quoi le... Non, ils vendent les terrains. Mm-hmm. Et puis c'est le coopératif qui l'achète et qui développe le... Mais le prix est très avantageux parce que c'est la municipalité qui le vend. D'accord. Oui, allez-y, Ruth. Ouais. Vous voulez rajouter? Non, allez-y, allez, très bien. J'aurais vous laisser la parole aussi si vous voulez poser des questions à Ruth et Samara, réagir par rapport à ce qu'elles ont dit ou des interrogations que vous pouvez avoir sur des préoccupations que vous avez, vous, et connaître aussi les solutions qui peuvent être trouvées en Europe sur d'autres sujets. Vous avez la main. Allô? Il faut préciser que vous allez publier en décembre, je crois, un document avec les 50 idées novatrices, c'est ça? Oui, ouais. C'est la semaine prochaine. Ah, d'accord.
on va publier un rapport avec 50 idées novatrices pour le logement abordable et accessible pour les personnes sans abri et mal logées. Parce qu'on reconnaît qu'il y a le besoin est croissant et les réponses ne sont pas toujours là. La politique publique n'est pas toujours à l'auteur et donc il faut commencer par les choses qui fonctionnent au niveau local, parfois à très petite échelle, et construire des solutions à partir de ça. Quels sont les défis aujourd'hui que les adhérents de la fédération aujourd'hui, sur lesquels ils se penchent aujourd'hui, qu'on ne voit pas forcément encore émerger en France, ou des défis qui vont émerger dans les années qui viennent ou les mois qui viennent, et sur lesquels se penchent certains pays qui sont assez novateurs, en avance, ou Samara ou Ruth? Bon, moi je parle surtout du logement d'abord. Et là, je vais citer peut-être encore l'Écosse, où ils ont passé les 2 dernières années à vraiment planifier, à vraiment consulter tous les secteurs, tous les acteurs du secteur, et avec un task force. Et là, après le travail du task force et la consultation de tous les acteurs, ils ont écrit un plan stratégique pour le pays de l'Écosse qui se trouve au Royaume-Uni. Donc, pour nous, c'est très intéressant de voir c'est une région où ils essaient, dans un contexte politique difficile, comme vous pouvez croire que le Royaume-Uni, surtout avec le gouvernement central à Londres, donne de moins en moins des subsides à des personnes et les allocations sont réduites. Donc en Écosse, ils ont pris ça en main, ils ont dit on va créer une stratégie, nous, pour ils disent ça en anglais, c'est le Rapid Rehousing. Donc, c'est un peu votre idée de le logement d'abord, mais avec le soutien, l'accompagnement léger pour les gens qui n'ont pas besoin d'accompagnement, jusqu'à ce qu'il y ait le logement d'abord, le housing first, pour les gens qui ont les besoins intenses. Donc là, ils ont dit, voilà, on va faire des plans au niveau de chaque localité, chaque collectivité. Et en faisant ces plans-là, ce n'est pas que le cellule logement qui font ça, c'est aussi avec les services de santé et les services sociaux. Donc, tous les secteurs se mettent ensemble pour créer un plan pour comment ils vont mettre en place cette nouvelle stratégie, justement pour assurer que tout le monde a un logement, le soutien qu'ils ont besoin, et aussi avec cette idée de prévention. Donc, pour nous, c'est vraiment une modèle à suivre. Et là, on peut le dire comme ça et tout va très bien. Mais justement, j'ai eu la semaine dernière au téléphone une des femmes qui travaille qui dit, voilà, on a besoin un peu de soutien de vous dans les médias, etc. Parce que là, les gens disent que ça va pas suffisamment vite. Là, on y travaille depuis 9 mois, mais on n'a pas pu loger tout le monde. Donc, c'est aussi que même chez eux, où ça avance, là, ils ont des critiques qui viennent des différents quartiers qui disent, voilà, il faut aller plus vite ou vous avez oublié ça. Donc, même quand les gens sont un peu en avant et font des choses stratégiques, c'est pas un travail facile. Donc, c'est ça un bon exemple peut-être à suivre et regarder, parce que c'est les 24, il y a moins 24 villes ici en France qui essaient de mettre en place les plans de logement d'abord. Donc ça, ils sont peut-être, comme on dit en anglais, in the same boat, dans le même bateau, je ne sais pas si ça ne traduit pas, que vos villes ici en France. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une politique européenne concertée de logement d'abord? Non, je pense pas. Mais je pense qu'on peut dire que déjà l'Europe sociale, c'est une longue construction, mais ça se construit petit à petit. Avec la traité de Lisbonne, on a vu des avancées. Et maintenant, la Commission toutes les institutions ensemble ont déclaré un socle de droits sociaux, et c'est la première fois qu'ils ont si clairement mis l'accès
au logement et à l'accompagnement pour les personnes sans abri comme un droit social que les États membres devraient viser à mettre en œuvre. Maintenant, on est dans les tout premiers jours de la nouvelle commission. Et, le commissaire luxembourgeois, Nicolas Schmit, qui est responsable pour l'emploi et les droits sociaux, il a 100 jours pour faire un plan d'action pour mettre en œuvre ce pilier. Ça dirait quoi, ce droit social? C'est le moment de passer, à mon avis en tout cas, de la déclaration des principes à l'action. Et je pense non, il n'y aura pas de directive parce que l'inclusion sociale n'est pas une compétence dure de l'Union européenne. Avec la subsidiarité, c'est une compétence partagée, mais plutôt nationale. Et ça devrait probablement rester comme ça. Mais il ne faut pas sous-estimer l'impact que l'Europe peut avoir avec les instruments et les outils qui sont à disposition, notamment dans la suivi. Donc c'est très bien de dire que tous les États membres devraient aller vers la mise en œuvre du droit au logement pour tous, notamment pour les plus défavorisés. Mais si ça reste une déclaration, ça ne sert à rien. Donc maintenant, il faut, dans les processus qu'ils ont, le semestre européen où ils surveillent ce qui se passe dans les États membres et puis dans les recommandations, il faut que la performance sociale en matière de logement soit véritablement mesurée et qu'il y a une suite quand les États membres ne vont pas dans le bon sens. Et je suis peut-être naïve, mais je pense que petit à petit, on a une opportunité, en tout cas avec cette commission, pour aller plus vers ça. Je pense qu'un très bon début serait que la commission développe un indicateur pour savoir combien de personnes sont mal logées en Europe. Et je pense que le budget européen, c'est un outil qui est sous-utilisé dans nos domaines, qui est super intéressant. Les fonds structurels, le FEDER, pour le côté infrastructure, pour la rénovation, pour la production du logement, c'est possible. C'est parfois compliqué et il faut négocier maintenant au niveau des régions et au niveau national parce que c'est maintenant que la programmation pour 2021, 2027 est en train d'être faite. Sur l'FSE, il y a tout ce qui est formation des travailleurs, accompagnement du changement dans le travail social. L'Europe peut intervenir pour financer ce genre de travail. Et je pense que dans des contextes nationaux qui sont très compliqués pour le moment, là, l'Europe peut être un levier. Et quand les budgets sont utilisés en ligne avec des objectifs politiques qui sont là, dans le socle des droits sociaux, on peut arriver à des résultats. Mais il y a du travail à faire. Question pour Ruth et Samara? Non. On va vous remercier l'une et l'autre pour vos éclairages, en tout cas. Merci beaucoup.